Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un épisode absolument majeur de Plus belle la vie, encore plus belle, un épisode où la frontière entre protection et menace disparaît, où la confiance devient un luxe dangereux, et où l'ennemi pourrait bien se cacher là où on l'attend le moins. Dans ce nouvel épisode, l'enquête franchit un point de bascule irréversible. Les soupçons qui planaient autour de Stanislas cessent d'être de simples impressions diffuses. Ils s'organisent, se recoupent, s'alourdissent. Ariane et Idriss commencent à comprendre que ce qu'ils ont pris pour de l'intuition était peut-être, depuis le début, un signal d'alarme ignoré. Un détail en appelle un autre. Une omission en révèle une seconde. Et soudain, un portrait inquiétant se dessine, celui d'un collègue trop discret, trop informé, trop absent au moment clé. Au commissariat, la tension devient palpable. Chaque silence pèse. Chaque regard est scruté. L'idée jusque-là impensable commence à s'imposer sans être encore prononcée à voix haute, et si le danger venait de l'intérieur? Si celui censé protéger faisait en réalité partie du problème? Dans une enquête où un réseau criminel semble bénéficier de protections invisibles, cette hypothèse glace le sang. Pendant ce temps, ailleurs, la pression policière change de visage. Blanche se retrouve acculée, placée face à un choix impossible. Se taire pour protéger ce qu'elle aime, ou parler au risque de provoquer le pire. L'interrogatoire n'a plus rien d'une simple formalité. Il devient une confrontation. Une ligne est franchie. Et désormais, chaque mot peut avoir des conséquences judiciaires irréversibles. Mais loin des bureaux et des procédures, le danger se fait encore plus oppressant. Dans une cabane isolée, Martin étouffe. L'isolement, la peur, l'attente constante ont rongé ses dernières forces. Ce refuge précaire, censé le protéger, se transforme peu à peu en piège. Luna le voit vaciller. Elle comprend que rester cachée n'est peut-être plus une solution, mais une lente descente vers la rupture. Et lorsqu'elle accepte de lui laisser quelques minutes de liberté, c'est tout l'équilibre fragile de leur fuite qui vacille. Car dans cet épisode, chaque décision entraîne un risque. Chaque pas hors de l'ombre rapproche du danger. Et pendant que certains cherchent désespérément à respirer, d'autres se rapprochent armés, déterminés, prêts à frapper. Lorsque les trajectoires finissent par se croiser, la vérité éclate dans une violence brutale. Plus de faux-semblants. Plus de masques. Ce qui n'était qu'un soupçon devient une menace directe. Une trahison glaçante surgit en pleine lumière, transformant l'enquête en course contre la montre. Un épisode d'une intensité extrême, où la peur change de camp, où la confiance s'effondre, et où une seule question reste suspendue. Qui sortira vivant de ce face-à-face, et jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour faire taire la vérité? Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, les soupçons qui entouraient Stanislas cessent d'être de simples intuitions pour devenir de véritables signaux d'alerte, faisant basculer l'enquête dans une zone extrêmement dangereuse. Au commissariat, Ariane met enfin des mots sur ce qui la dérange depuis plusieurs jours. Elle informe Idriss d'un élément troublant qu'elle vient de découvrir: Stanislas n'est pas un policier fraîchement débarqué à Marseille comme il le laisse entendre. Il y a fait ses études. Autrement dit, il connaît cette ville bien mieux qu'il ne l'a jamais admis. Ses analyses très précises des trajets, des ruelles secondaires, de certains choix de circulation jusque-là perçus comme de simples déductions professionnelles prennent soudain une toute autre dimension. Ce ne sont plus des intuitions. Ce sont des connaissances. De son côté, Idriss a continué à creuser, discrètement, sans alerter la hiérarchie. Et ce qu'il découvre ne fait qu'alourdir le malaise. Stanislas n'a jamais prévenu son ancienne brigade de sa mutation à Marseille. Un détail en apparence administratif, mais qui, dans le cadre policier, n'a rien d'anodin. Ce silence pose question. Pourquoi partir sans laisser de traces claires? Pourquoi éviter tout lien officiel avec son passé professionnel, comme s'il voulait disparaître d'un radar précis? Pris séparément, ces éléments pourraient encore être expliqués. Mais mis bout à bout, il dessine un profil inquiétant. Un homme qui connaît parfaitement la ville, qui dissimule une partie de son parcours, qui agit souvent seul, et qui s'est retrouvé étrangement absent ou neutralisé au moment clé de l'attaque contre Martin. Pour Idriss et Ariane, la coïncidence commence à peser lourd.
Dans une enquête où l'hypothèse d'un policier corrompu à la tête d'un trafic d'êtres humains est désormais clairement évoquée, chaque détail prend une importance capitale. La moindre zone d'ombre devient une menace potentielle. Et Stanislas, sans être formellement accusé, se retrouve désormais dans le champ des possibles. La question n'est plus de savoir s'il cache quelque chose, mais quoi? Est-il impliqué directement dans l'affaire, ou protège-t-il quelqu'un? Observe-t-il l'enquête de l'intérieur pour mieux la détourner? Ou joue-t-il un jeu encore plus dangereux, où personne ne sait vraiment de quel côté il se trouve? Pour Idriss et Ariane, une chose est désormais certaine, la vérité ne se cache peut-être pas seulement dans les ruelles de Marseille ou dans les réseaux criminels qu'ils traquent. Elle pourrait bien être assise à quelques mètres d'eux, derrière un badge et une façade irréprochable. Et à ce stade de l'enquête, faire confiance devient presque aussi risqué que se taire. La tension franchit un nouveau seuil lorsque la pression policière se déplace sur Blanche, désormais au cœur d'un dilemme lourd de conséquences. Ariane Hersan et Stanislas Daumont se rendent au pavillon des Fleurs pour interroger Blanche Marcy. L'atmosphère est immédiatement tendue. Il ne s'agit plus d'un simple échange d'informations, ni d'une conversation informelle entre connaissances. Cette fois, Blanche est clairement dans le viseur des enquêteurs. Très vite, le ton se durcit. Ariane et Stanislas lui font comprendre qu'ils la soupçonnent de leur cacher des informations capitales concernant la disparition de Luna Torres et de Martin. Ce silence, s'il est volontaire, n'est plus anodin. Il devient potentiellement criminel. Les mots employés sont lourds, presque accusateurs. Blanche est informée qu'elle est désormais exposée à une accusation de non-assistance à personne en danger. Le raisonnement est implacable. Un assassin est peut-être encore en liberté. Il pourrait se trouver avec Luna et son petit-fils, ou être sur leurs traces. Si Blanche sait où il se cache et choisit de ne pas le dire, alors elle ne protège plus. Elle met en danger. Et aux yeux de la loi, cette frontière est décisive. Cette confrontation place Blanche dans une position extrêmement inconfortable. D'un côté, la loyauté envers son ami, la certitude intime qu'en révélant leur cachette elle pourrait exposer Luna et Martin à un danger immédiat. De l'autre, la menace judiciaire, claire, directe, assumée par les policiers. Se taire, c'est risquer des poursuites. Parler, c'est peut-être trahir la seule solution qu'elle a trouvée pour les protéger. La scène révèle aussi autre chose. Le malaise persistant autour de Stanislas. Sa présence dans cet interrogatoire, son ton, sa fermeté, renforcent le trouble déjà installé. Ariane observe, écoute, jauge chaque réaction. Elle sait que cette affaire dépasse largement le cadre d'une simple disparition. Elle touche désormais à la confiance, aux alliances, et à la question la plus dangereuse de toutes dans cette enquête, qui protège réellement Martin, et à quel prix? Au pavillon des Fleurs, la vérité est suspendue à une décision. Celle de Blanche. Et quelle que soit sa réponse, une chose est certaine, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, tandis que la pression policière s'intensifie autour de Blanche, l'angoisse atteint un point critique dans la cachette même censée protéger Martin. Dans la cabane de pêcheurs qui appartenait à Hector, Martin est à bout de nerfs. L'isolement, le silence, l'attente permanente ont fini par l'épuiser. Ce refuge, qui lui offrait encore un semblant de sécurité quelques heures plus tôt, se transforme peu à peu en prison. Martin n'en peut plus de rester enfermé, coupé du monde, à l'écoute du moindre bruit. Il le dit sans détour, la voix tendue, presque au bord de la rupture. Il étouffe. Il a l'impression qu'il va crever s'il ne sort pas. Il a besoin de bouger, de respirer, de sentir qu'il est encore vivant. Face à lui, Luna Torres hésite. Elle voit bien l'état de son petit-fils. Elle comprend que ce repli permanent alimente autant la peur que le danger extérieur. Mais elle sait aussi ce que représente la moindre sortie. Martin n'est pas seulement un adolescent fragile. Il est un témoin capital, recherché par la police et peut-être par des hommes prêts à tout pour le faire taire. Le dilemme est cruel. Le garder enfermé, c'est risquer de le voir sombrer. Le laisser sortir, c'est accepter une prise de risque immense. Après un long moment d'hésitation, Luna finit par céder.
Non par inconscience, mais parce qu'elle sent que Martin est en train de craquer. Elle accepte qu'il prenne l'air, quelques instants seulement, en espérant que le danger reste à distance. Mais cette décision fait immédiatement planer une menace sourde. Car chaque pas hors de la cabane rapproche Martin du monde réel et de ceux qui pourraient encore vouloir sa mort. Après la fusillade, après la cavale, après les révélations sur un policier corrompu, rien ne garantit que l'assassin ou ses complices aient renoncé. La tension est à son comble. Martin va-t-il simplement respirer un peu de liberté, ou cette sortie va-t-elle déclencher une nouvelle tentative de meurtre? Dans cette affaire, chaque choix, même dicté par l'amour et la survie, semble désormais porter en lui le risque du pire. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, les soupçons franchissent un nouveau cap et prennent désormais la forme d'une accusation intérieure que Idriss ne peut plus ignorer. Idriss Salem échange avec Hubert Joseph au sujet de Stanislas Domon. Cette fois, il ne s'agit plus d'un simple malaise ou d'une intuition diffuse. Idriss aligne les faits, un à un, comme autant de pièces qui refusent désormais de rester éparpillées. Il évoque d'abord l'attitude de Stanislas. Son comportement en décalage constant, ses zones d'ombre, ses réponses évasives. Puis viennent les mensonges, ou du moins les omissions, trop nombreuses pour être anodines. Idriss rappelle aussi sa présence à l'hôtel le jeudi précédent, un détail qui, pris isolément, pourrait sembler secondaire, mais qui devient troublant dans le contexte actuel. Et surtout, un élément pèse plus lourd que tous les autres. Stanislas n'était pas au commissariat le jour où les frères Slimani ont été tués. Ce constat fait basculer la discussion. L'absence n'est pas expliquée. Elle ne correspond à aucune mission officielle clairement identifiée. Pour Idriss, ce n'est plus une coïncidence. C'est une faille majeure dans le récit de son collègue. À ce stade de l'enquête, chaque minute non justifiée, chaque déplacement flou, peut cacher une implication bien plus grave. Hubert Joseph écoute attentivement, sans interrompre. Habitué aux dossiers sensibles et aux enquêtes où la corruption se dissimule derrière des parcours irréprochables, il ne minimise pas ce que lui dit Idriss. Son conseil est direct, sans détour. Il faut interroger Stanislas, et sans attendre. Plus le temps passe, plus les risques augmentent, pour l'enquête comme pour les témoins. Cette recommandation marque un tournant décisif. Interroger Stanislas, ce n'est plus seulement chercher à comprendre. C'est accepter l'idée que le danger puisse venir de l'intérieur, d'un collègue, d'un homme censé incarner l'autorité et la protection. Pour Idriss, la décision est lourde, presque intime. Mettre en cause un policier, c'est franchir une ligne. Mais ne rien faire serait pire encore. Désormais, la question n'est plus de savoir si Stanislas cache quelque chose. Elle est de découvrir quoi, et surtout jusqu'où cela pourrait aller. Dans une affaire où les témoins sont traqués et où un réseau criminel semble protégé de l'intérieur, chaque seconde gagnée peut empêcher le pire. Et pour Idriss, une chose est désormais claire. La vérité ne se trouvera pas uniquement dans les rues de Marseille. Elle se cache peut-être derrière un badge. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, l'étau se resserre brutalement, et l'inquiétude change de visage. De retour au commissariat, Ariane Hersan fait le point avec Idriss Salem. Les vérifications sont formelles. Luna Torres et Martin ont bien pris la fuite jeudi. Aux dernières nouvelles, ils étaient sains et saufs, et surtout, ils ne semblaient pas suivis. Une information qui, en apparence, pourrait rassurer mais qui fait naître une autre inquiétude. Ariane met aussitôt le doigt sur l'essentiel. Si personne ne les suivait, c'est qu'ils ont volontairement disparu des radars. À son avis, ils se cachent quelque part. Un choix compréhensible, presque logique, au vu de la menace qui plane sur Martin. Mais cette disparition complique encore davantage l'enquête et rend leur protection infiniment plus fragile. Alors que cette réalité s'impose, un détail frappe soudain Idriss et Ariane. Stanislas Domon n'est plus au bureau. Personne ne l'a vu partir. Aucun message. Aucune explication. Le malaise devient immédiat. Après tout ce qu'ils ont découvert, après les incohérences, les absences inexpliquées et les soupçons de corruption, cette disparition prend une dimension alarmante. Une pensée s'impose, glaciale. Et s'il était parti à la recherche de Luna et Martin?
Pas pour les protéger mais pour les retrouver avant les autres. Le danger change alors d'intensité. Luna et Martin ne sont peut-être plus seulement traqués par un réseau criminel anonyme. Ils pourraient être la cible d'un homme qui connaît parfaitement les procédures policières, les angles morts, les délais de réaction. Un homme qui sait comment agir sans laisser de traces. À cet instant précis, Idriss et Ariane comprennent que le temps joue désormais contre eux. Chaque minute qui passe sans nouvelles de Stanislas augmente le risque d'un drame. L'enquête n'est plus seulement une course contre un trafic ou un assassin. C'est une course contre l'un des leurs. Et si leurs craintes se confirment, alors Luna et Martin pourraient être en bien plus grand danger qu'ils ne l'imaginaient. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, tout ce qui n'était encore que soupçon, intuition et peur diffuse explose brutalement au grand jour, dans une séquence d'une violence extrême. Après des recoupements précis et une intuition devenue certitude, Ariane Ersan et Idriss Salem parviennent enfin à localiser Stanislas Daumont. L'adresse qu'ils obtiennent leur glace le sang. La cabane de pêcheurs. Celle où Luna Torres et Martin sont censés se cacher. À cet instant, il n'y a plus de place pour le doute. Stanislas ne s'est pas volatilisé par hasard. Il est allé droit vers eux. Sans perdre une seconde, Ariane et Idriss foncent sur les lieux. Chaque minute devient cruciale. Ils savent désormais qu'ils ne poursuivent pas un simple suspect, mais un collègue armé, formé, parfaitement conscient des procédures et prêt à aller jusqu'au bout. Pendant ce temps, sur la plage, l'atmosphère est trompeusement calme. Luna et Martin se sont accordés quelques instants à l'air libre. Le sable sous leurs pieds, le bruit des vagues, cette impression fragile que la peur peut enfin reculer. Martin respire un peu mieux. Pour la première fois depuis longtemps, son corps relâche légèrement la tension. Ce moment, aussi bref soit-il, est vital pour lui. Mais cette parenthèse est pulvérisée en une fraction de seconde. Stanislas apparaît. Son arrivée est presque silencieuse, maîtrisée. Il s'adresse à eux avec un ton posé, contrôlé. Il affirme qu'il est là pour les aider. Les mots sont choisis, rassurants, exactement ceux qu'un policier est censé prononcer. Pendant une seconde, le doute pourrait encore exister. Puis le geste qui fait basculer la scène dans l'horreur absolue. Stanislas sort son arme. À cet instant précis, tout prend sens. Ses mensonges, ses absences, sa connaissance parfaite de Marseille, son comportement lors des précédentes attaques. Le danger n'était pas extérieur. Il était là depuis le début, au cœur même de l'enquête. Stanislas ne joue plus un double jeu. Il révèle enfin sa véritable position. Il vise Luna et Martin. Et il tire. Le bruit de la détonation déchire le silence de la plage. La trahison est totale. Celui qui devait protéger est devenu l'exécuteur. Celui qui portait l'uniforme incarne désormais la menace la plus directe. Pour Martin, c'est la confirmation de sa pire peur. Il n'y a pas d'endroit sûr. Pas tant que certains utilisent la loi comme un masque. Au même moment, Ariane et Idriss approchent à toute vitesse, sans savoir s'ils arriveront à temps. La course contre la montre est lancée, mais le mal est peut-être déjà fait. Une question, insoutenable, reste suspendue. Luna et Martin ont-ils été touchés? Ce face-à-face marque un point de non-retour. Le policier corrompu est passé à l'acte, à visage découvert. Et désormais, plus rien ne pourra arrêter l'effondrement de ce réseau sauf si la vérité arrive trop tard. Et c'est ainsi que cet épisode s'achève, dans un climat de tension extrême, où plus rien n'est certain, où chaque certitude s'est effondrée les unes après les autres. Ce qui devait être une enquête classique s'est transformé en un cauchemar intérieur. La menace n'était pas cachée dans l'ombre d'un réseau anonyme ou d'un criminel sans visage. Elle portait un badge. Elle connaissait les procédures. Elle avançait à couvert, au cœur même du dispositif censé protéger les victimes. Cette révélation change tout. Elle fracture la confiance, elle fissure l'institution, et elle laisse derrière elle un sentiment glaçant, celui de n'être en sécurité nulle part. Pour Ariane et Idriss, le choc est immense. Ils comprennent que cette affaire dépasse désormais le cadre d'une simple disparition ou d'une traque. Elle pose une question bien plus grave, bien plus dérangeante:
Comment continuer à avancer quand le danger vient de l'intérieur, quand chaque collègue peut devenir un doute, quand chaque silence peut cacher une trahison? La course contre la montre ne fait que commencer, et chaque seconde perdue peut coûter une vie. Pour Luna et Martin, l'angoisse atteint son paroxysme. La fuite, la peur, l'espoir fragile d'un refuge tout a volé en éclats en un instant. Le face-à-face est brutal, irréversible. Il n'y a plus de cachette, plus de répit, plus de faux-semblants. Seulement la peur nue, la vérité à bout portant, et cette question insoutenable qui reste suspendue après le coup de feu, ont-ils survécu à cette trahison ultime? Rien ne sera plus jamais comme avant. Les masques sont tombés. Les lignes ont été franchies. Et désormais, l'enquête entre dans sa phase la plus dangereuse, celle où la vérité, enfin dévoilée, peut tout faire exploser. La suite s'annonce implacable. Les conséquences seront lourdes. Et ceux qui pensaient encore pouvoir se cacher derrière une façade irréprochable pourraient bien être rattrapés par ce qu'ils ont cherché à dissimuler. Si vous voulez savoir ce qu'il advient de Luna, de Martin, et jusqu'où cette affaire va entraîner Ariane et Idriss, ne manquez surtout pas la suite. Car dans Plus belle la vie, encore plus belle, lorsque la vérité éclate, elle ne laisse jamais personne indemne.